On se concentre sur la fameuse année blanche ou alors année grise, cette période transitoire 2018-2019 liée donc à la mise en œuvre donc du PASS. Le but de cette phase est de ne pas en fait alourdir la charge d'impôt en 2019 pour les contribuables, pour qu'ils ne soient pas amenés à payer donc un impôt au titre des revenus de 2018 et 2019. Ça n'est pas donc une année blanche en fait entièrement, puisque cette phase de transition a aussi pour but de donc éviter que les effets pervers pour l'État et qu'il n'y ait pas des effets de aubaine qui soient mis en place. Et donc ils sont venus en fait encadrer cela donc de manière précise et définir quelle est la notion de revenu en fait exceptionnel qui ne rentrera pas dans le crédit d'impôt. Voilà. Donc, faut savoir que les dispositifs de cette période transitoire sont effectivement très encadrés, on va voir. Donc, finalement, on va dire les leviers sont pas énormes. Au contraire, je dirais que faut plutôt faire attention à ne pas bénéficier justement du dispositif à plein parce que ça peut arriver. Alors, le principe, en fait, de ce dispositif de crédit d'impôt. Donc en fait, comme je vous le rappelais tout à l'heure, les revenus 2018, vous allez les déclarer comme l'année d'avant. Il va y avoir un calcul d'impôt, mais pour éviter que vous payiez 2 fois de l'impôt, on va vous accorder un crédit donc sur les revenus normaux de l'année 2018. Donc finalement, c'est ce qui est rappelé ici. Donc on va avoir un impôt sur les revenus 2018. Vous allez bénéficier de vos crédits et réductions classiques. Vous employez un salarié à domicile, vous allez avoir un crédit d'impôt sur vos revenus 2018. Donc ça, logique. Et puis après, on va vous calculer un crédit d'impôt, ce qu'on appelle le CIMR, donc crédit d'impôt de modernisation et de recouvrement, qui va venir effacer votre impôt sur les revenus entre guillemets normaux. Et au final, éventuellement, vous aurez peut-être à payer de l'impôt sur vos revenus exceptionnels. Et uniquement ceux-là. Alors, donc ça c'est le calcul, ça c'est la formule de calcul, vous pourrez la regarder en long, en large, en travers. Ce qui est le plus intéressant, c'est l'exemple. Donc je vous ai mis un exemple ici d'impact de ce fameux crédit d'impôt. Donc on a un couple avec 2 enfants, donc ça veut dire qu'il a 3 parts. Et je vous ai fait donc 3 hypothèses. Donc un couple qui a 50 000 euros de revenus à la base. Donc première hypothèse, il a 50 000 euros, il a rien d'autre. C'est le cas le plus simple. Donc en 2018. Au barème, donc on applique le barème. Donc s'il a 50 000 euros de revenus, 1 517 euros de revenus bruts, donc que des revenus normaux cette année-là. Et là, comme c'est que des revenus normaux, le CIMR il sera égal à 1 517, et donc l'impôt au titre de 2018, ça sera 0. Donc on n'en a rien de plus au contribuable, il n'y aura pas d'impôt sur ce revenu 2018. Deuxième hypothèse, c'est pour vous illustrer le mécanisme avec les réductions et crédits d'impôt. En fait, les réductions des crédits d'impôt, il n'y aura pas de changement non plus. Donc ce couple, toujours 50 000 euros de revenus, toujours un impôt de 1 517. Et là, par exemple, il a versé un don. Un don à des œuvres, par exemple, 1 000 euros. Vous savez que c'est à 66% de crédit d'impôt. Donc on aura toujours le crédit de 660. On aura toujours un crédit d'impôt de modernisation de recouvrement de 1 517, puisqu'il n'y a que des revenus normaux. Et donc, le contribuable aura la restitution, comme il l'aurait eu avant, des 660 euros de crédit d'impôt. Donc là, il n'y a pas d'effet non plus. C'est bien pour vous illustrer ça. Et alors, dernier cas de figure, c'est celui-là qui est le plus intéressant. Là, que ce couple, même cas de figure, mais en plus, par exemple, il va percevoir un revenu exceptionnel de 3 000 euros en 2018. Donc là, qui dit le revenu exceptionnel, là, il va y avoir un impact fiscal. Donc, on calcule donc l'impôt sur le revenu, sur ce revenu de 53 000, on applique le barème, c'est 2 390 euros. Alors c'est normal que ça augmente vite, parce que je vous rappelle qu'on est au barème progressif, donc plus on monte dans les tranches, plus le taux de l'impôt augmente. On a toujours donc notre réduction d'impôt de 660 euros, et alors après,
on a le crédit d'impôt. Alors, je vous ai détaillé le calcul ici. Donc, en fait, le crédit d'impôt, comment il se calcule? On a un impôt de 2390. Et donc, on fait le ratio entre les revenus non exceptionnels et le total des revenus. Donc, on a 50 000 euros de revenus normal, avec l'abattement de 10%, sur un total de 53 000 euros de revenus, avec l'abattement de 10%. Et donc, ce qui nous donne 2255 euros d'impôt sur de CMR qui correspond à l'impôt sur les revenus normaux. Et donc, au final, au lieu de récupérer 660 euros de crédit quand il n'y avait pas de revenu exceptionnel, en fait, il récupérera que 525 euros. Et donc, on en déduit, en fait, l'impact de l'impôt, c'est la différence entre les deux, 2390 mais 2255, c'est 135 euros. Donc, on voit en fait que le revenu exceptionnel, finalement, les 3 000 euros, 135, ça fait un taux de 4,5%. En fait, là, à la différence tout à l'heure de votre remarque, là, on ne calcule pas l'impôt marginal. Là, on est bien à l'impôt moyen. Là, le système, il est plutôt, on va dire, vertueux dans ce sens-là. Oui, alors c'est un point donc important. Puisque comme vous l'avez vu, tout ce qui est considéré comme revenu en fait exceptionnel ne rentrera pas dans le crédit d'impôt et sera donc assujetti donc à l'IR. Alors, donc en matière de salaire, de pension et de rente, ce qui est considéré comme revenu en fait exceptionnel, qui ne rentre pas dans le champ de donc application du CIMR, ce sont les prestations donc de retraite servies sous forme de capital. Voilà, ce sont les articles 82, sont donc les articles 82 ou PERP ou autre. Alors, donc en matière de salaire, ce qui ne rentre pas dans le CIMR, c'est toutes les fractions donc imposables des indemnités donc de rupture, c'est-à-dire assez peu, puisque les indemnités de licenciement et les indemnités de rupture conventionnelles sont exonérées donc d'impôts dans la limite de 6 passes. Mais toute la fraction en fait donc imposable est un revenu en fait exceptionnel. On pense principalement, par contre, aux indemnités donc de retraite, de départ à la retraite, qui elles sont donc imposables dès le premier donc euro. Voilà. Par contre, et ça c'est une bonne chose, toutes les indemnités de fin de CDD ou de mission de donc intérim, les indemnités compensatrices de congés payés ou de préavis ne sont pas considérées comme des revenus en fait exceptionnels. Voilà. Alors ensuite, ne rentre pas dans le champ donc du CIMR les indemnités perçues par les dirigeants à leur prise de fonction ou à la cessation de leur mandat. Les indemnités donc de clientèle sont concernées notamment donc les VRP, les indemnités liées au changement de résidence ou de lieu de travail, les aides et donc allocations de conversion, réinsertion ou reprise de activité, et on pense notamment aux indemnités qui sont versées par le Pôle emploi, la RCE par exemple. Toutes les sommes liées à la participation et à l'intéressement qui n'auraient pas été affectées à un PE ou alors à un PERCO. C'est assez simple, c'est les primes de donc intéressement ou de participation qui étaient donc imposables au titre de 2018. Les retraits des sommes bloquées sur le PE et sur le PERCO en dehors des cas donc que légaux, donc c'est déjà donc des sommes en fait donc imposables, pardon. Le retrait des comptes épargne-temps au-delà de 10 jours et le sujet qui nous intéresse, les gratifications surérogatoires de toute nature. Voilà. Donc et je suis allée regarder, c'est un adjectif qui existait déjà et qui a comme sens en plus et donc supplémentaire. Voilà. Autre point aussi qui est général au salaire, pension et donc et rente, ne rentre pas dans le CIMR tous les revenus qui correspondent à une autre période que 2018, par exemple un rappel de salaire de 2017 ou une avance au titre de 2019. Voilà, et tous les autres revenus non susceptibles d'être recueillis en fait annuellement
Je réfléchis donc au cas particulier que ça peut générer, mais voilà. Le point en fait important sur lequel donc on va revenir, ça n'est pas au chef de donc entreprise de donc identifier quels sont les revenus qui sont exceptionnels et quels ceux qui ne le sont pas, c'est aux contribuables. Voilà. Pardon ? Ah non, mais voilà. Donc le but, c'est de anticiper et pour avoir en fait un discours simple sur donc le sujet, mais il restera toujours des points de donc interrogation. Et donc on va voir quelles sont les voies possibles et notamment donc le rescrit si tant est que vous souhaitiez aller jusque là. Alors il y a quelques exemples qui ont été donnés dans un BOFIP de août. Et justement voilà. Alors non, je vais pas prendre cet exemple-là. Ça c'est sur la périodicité donc du versement, sur le montant, sur cette question-là. Là, on a en fait un exemple où il y a une prime prévue donc au contrat de travail qui prévoit une prime liée en fait au résultat avec un plafond de 10 000 euros. Si au titre de cette année, il verse une prime qui va donc au-delà de ce plafond, l'ensemble de la prime sera considéré comme exceptionnel. Une prime qui n'est pas prévue par le contrat de travail, une personne qui perçoit en 2015, 2016 et 2017 une prime de 29 000, 31 000 et 30 000 euros. Et le montant de cette prime est porté à 100 000 euros au titre de 2018. Ce sont les exemples du BOFIP. C'est vrai que on n'est pas dans la finesse donc du trait. Du coup, cette prime de 100 000 euros est en totalité soumise à impôt. En sachant que je pense que comme ils ont mis comme exemple 29 000, 31 000 et 30 000 euros, cela laisse entendre qu'il s'agit d'un montant en fait habituel. Voilà. Non, mais par donc opposition. Voilà. Oui, mais non, c'est l'ensemble de donc la prime. Sur ça, donc il n'y a pas de doute que lorsque c'est une prime qui n'est pas prévue donc au contrat, c'est l'ensemble de la prime qui est exclue donc du CMR. Sur les primes prévues donc au contrat, on se pose de la question, mais donc les textes en l'état laissent entendre que c'est aussi l'ensemble de donc la prime. Alors le point en fait important, excusez-moi, je vais revenir à l'autre exemple. Il y a quelques chefs d'entreprise qui ont pu avoir donc l'idée de changer les périodes de versement donc des primes pour créer un effet de aubaine pour leur personnel. Eh bien non, ils ont en fait encadré donc les choses. Dans l'exemple 1, une prime de rendement qui était versée 2 fois par an, en juin de l'année N et en janvier de l'année donc plus 1, au titre de l'année N. À partir du 1er avril 2018, ils ont décidé de la verser tous les mois avec un effet rétroactif depuis janvier. Donc, qu'en 2018, le salarié bénéficie d'une prime de rendement en janvier 2018 qui est afférente au second semestre 2017, soit 6 mois. Et chaque mois à compter donc du 1er avril d'une prime mensuelle au titre de 2018 avec une régularisation de janvier à mars. Donc, il leur a perçu 12 mois. Donc, en tout et pour tout, au titre de cette année, il percevra 18 mois donc de prime au lieu de 12 mois de manière habituelle. Du coup, les 6 mois versés donc en plus sont considérés comme des revenus donc anticipés au titre de 2019 et ne rentrent pas dans le champ donc du CMR. L'autre exemple, peut-être plus courant, un salarié pour lequel est mis fin au contrat de travail en 2018 perçoit à la fois le bonus de 2017 et le prorata du bonus de 2018 qu'il aurait dû percevoir en 2019. C'est considéré comme une avance et seul le bonus en fait afférent à l'année 2017 versé en 2018 entre dans le champ du CMR. Voilà. Donc c'est le contribuable qui détermine. Sur la déclaration d'impôt, il y aura 2 cases. Oui, il y aura une case pour les revenus en fait exceptionnels. Juste pour préciser quand même, oui, ça n'est pas à vous, chef d'entreprise, de déterminer quels sont les revenus en fait exceptionnels ou non.
ni sur le bulletin de paie, ni sur la DSN, ni sur la NKDS, et que le contribuable a la possibilité de faire une demande en fait en ce sens au niveau local. Donc ils ont décentralisé donc les prises de décision et sur la définition des revenus en fait exceptionnels ou non. Il y a une procédure de rescrit qui a été mise en place pour le chef d'entreprise, donc employeur, qui peut faire une demande auprès de l'administration fiscale et qui doit se prononcer dans un délai de 3 mois. Et si elle ne le fait pas, c'est une tacite en fait d'acceptation. Voilà. Je ne sais pas si vous devez aller jusque-là, mais je me dois de vous informer de cette possibilité. Oui. Oui, c'est donc votre aversion donc au risque. Je ne sais pas s'ils vont avoir un flot de demandes. Je ne sais pas. Et ils auront peut-être le temps donc de répondre. Si voilà, si c'est votre question. Ok, je vais enchaîner. Oui, voilà. Donc sur la notion de revenu exceptionnel pour les autres types de revenus. Alors, je vais vous l'illustrer tout de suite, vous pourrez lire en détail. En fait, je vais vous l'illustrer tout de suite. Donc, les revenus exceptionnels, en ce qui concerne les indépendants, en fait, il y a un mécanisme, on verra tout à l'heure, c'est comme pour les chefs d'entreprise, donc qui sont ce qu'on appelle des dirigeants de salariés, TNS ou pas d'ailleurs. En fait, il y a un mécanisme, donc c'est très encadré, qui fait que le revenu qui bénéficiera du CIMR, ça sera dans la limite du plus élevé de l'année 2015, 2016, 2017. Donc vous l'avez ici, là. En 2018, ce contribuable, il a un revenu de 60 000, mais comme son revenu le plus élevé est de 3 années, c'est 50 000, il aura du CIMR sur 50 000, et au-delà, en fait, donc entre 50 et 60, il paiera de l'impôt. Par contre, dans ce cas de figure-là, il y a un complément de CIMR. Ah, donc dans le cas de figure, par exemple, là en 2019, si le contribuable il a un revenu de 55 000, il a un complément, en fait, la différence entre 55 et le revenu le plus élevé. Donc il a un complément de 5 000 euros de CIMR. Donc finalement, dans ce cas de figure, la personne, elle aura de l'impôt simplement sur 5 000 euros. Donc en fait, ce mécanisme-là, on voit la logique. Enfin, la logique, c'est-à-dire que comme par définition, les revenus des indépendants, ils sont pas maîtrisables. Enfin, donc là, on s'est basé sur une moyenne de 3 ans finalement. Donc si on dépasse cette moyenne de 3 ans, on peut avoir de l'imposition. Si on dépasse pas, on n'en a pas. Alors je sais bien que pour les gens qui sont indépendants, c'est pas forcément maîtrisable, mais c'est la conclusion auquel il faut arriver, c'est-à-dire que ça serait dommage de pas avoir un revenu au moins équivalent au plus élevé des 3 ans, parce que en fait de toute façon on est exonéré. Alors c'est vrai qu'un BIC, par définition, on le maîtrise pas, mais à un moment donné, il peut y avoir des choix en disant tiens, vous savez comme moi, comment on arrête des comptes. Des fois, il y a des options d'arrêter de compte, donc. Si on n'est pas au-delà de ce plafond des 3 plus élevés des 3 dernières années, ben on voit qu'on a peut-être intérêt quand même à au moins l'atteindre, parce qu'autrement, de toute façon, on y perdra. Hein. On y perdra. Donc ça, c'est pour les BIC, BNCBA. Pour ceux qui commencent une activité en 2018, il n'y a pas de notion d'exceptionnel ou pas. En fait, tout sera considéré comme normal, parce qu'il n'y a pas de référence. Hein. C'est logique. Il n'y a pas de référence. Donc, ceux qui commencent une année individuelle en 2018, leur revenu sera considéré comme normal. Alors, effectivement, s'il y a des abus en cas de contrôle, bon, forcément, l'administration se réserve la possibilité de redresser. Alors, les dirigeants, on a un même mécanisme. Alors, le mécanisme, en fait, alors il encadre les dirigeants au sens de ce crédit, c'est quoi? C'est ceux qui sont imposables dans la catégorie des salaires. Donc, c'est soit des dirigeants de sociétés anonymes ou SAS, puisque vous savez qu'ils sont assimilés salariés. Hein, et donc, leurs revenus sont taxés dans la catégorie des salaires. Et c'est aussi les gérants de SARL, par exemple, qui soient TNS ou pas, d'ailleurs. S'ils sont TNS, donc ils sont pas salariés, enfin ils sont pas assimilés salariés, mais leurs revenus sont imposés comme des salaires. Si c'est un gérant qui est minoritaire, il n'est pas TNS, mais il est assimilé salarié, c'est pareil.
Et donc ce dispositif de plafonnement, il est réservé, donc faut être donc dirigeant, et que le revenu soit versé par une société que le dirigeant contrôle lui-même ou par sa famille. Mais alors la famille, c'est assez large quand même, puisque c'est le conjoint, c'est le partenaire, les ascendants, les descendants, les frères et sœurs. Donc ça, c'est encadré quand même. Hein. Voilà. Donc on va voir le mécanisme après. Le principe, il est le même. Alors attention, ça sera déterminé société par société. Hein. C'est pas le global, parce qu'il y a un certain nombre de dirigeants effectivement qui reçoivent des revenus de différentes sociétés. Donc faut bien le déterminer société par société. Attention aux effets pervers. Et donc là, on a le même mécanisme. Donc je vous l'ai illustré de la même façon. Alors les chiffres sont équivalents, mais ça fonctionne de la même façon. Alors là, le cas de figure est un petit peu différent, puisque j'avais fait un 2019 à 55, là j'ai fait à 65. Donc là, on a toujours le même mécanisme du CIMR jusqu'à 50 000 euros, qui est le revenu le plus élevé des 3 dernières années. Et là, en fait, comme le revenu continue à augmenter, le CIMR complémentaire, il s'applique dans la limite du revenu 2018. Donc jusqu'à 60. Donc finalement là, dans votre cas de figure, dans ce cas de figure-là, finalement, au final, grâce au complément 2019, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu 2018. Parce que le revenu 2019 continue encore à augmenter. Voilà la règle pour les dirigeants. Alors, là c'est pareil, les dirigeants, enfin ceux qui commencent une première fois à être dirigeants, il n'y a pas, par définition, c'est du revenu normal, sauf s'il y a un abus, forcément, avec un risque de remise en cause. Alors, les revenus fonciers, il y a des règles aussi. Qu'est-ce qui est considéré comme un revenu exceptionnel? Donc, par exemple, c'est une majoration pour rupture d'engagement, on en parlait tout à l'heure. Vous ne respectez pas votre engagement de location pendant 6 ou 9 ans, par exemple. Donc, vous savez que vous avez une intégration. Cette réintégration, elle s'est considérée comme un revenu exceptionnel. Hein. C'est un peu logique. Il peut aussi y avoir des régularisations de charges de copropriété. Ça arrive. Si c'est une régularisation de charges qui ne concerne pas l'année 2018, ben, ça sera considéré comme de l'exceptionnel. De même que si vous percevez des recettes autres que des loyers entre guillemets normaux, vous avez une indemnité suite au départ d'un locataire ou de ce type-là ou à l'arrivée, c'est pas un revenu habituel, ça sera considéré comme du loyer, du revenu exceptionnel. De même que si vous avez des loyers qui sont décalés dans le temps en termes de perception. Par exemple, vous avez un locataire qui devait payer son loyer de décembre 2017 en 2017, puis finalement il paye qu'en janvier 2018. Donc c'est pas l'échéance normale. Donc ça sera considéré comme un revenu exceptionnel. Le loyer de décembre qu'il a payé en janvier 2018. C'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure sur les salaires, hein, finalement, quand il y a eu des décalages dans le temps. Bien sûr, c'est la logique, il y aura aussi des prélèvements sociaux sur les revenus exceptionnels. Un certain nombre de revenus exceptionnels, de revenus, de catégories de revenus qui subissent des prélèvements sociaux, donc c'est les revenus fonciers, certaines rentes viagères à titre onéreux, certains BIC, quand c'est pas des revenus d'activité, par exemple des locations meublées non professionnelles. Donc en fait, on aura des prélèvements sociaux sur les revenus exceptionnels, comme il y en avait sur les revenus. Alors, donc, on a vu le système de la notion de revenu exceptionnel. Dernière mesure d'encadrement, il y a des mesures spécifiques qui concernent les revenus fonciers, puisque là, il aurait pu y avoir des effets d'aubaine sur la déduction de certaines charges ou pas. On a déjà vu qu'il y avait l'encadrement des loyers, mais après, il y a eu des mesures spécifiques d'encadrement des charges. Parce qu'on aurait pu avoir la tentation, par exemple, de payer beaucoup de charges en 2018, ou pas beaucoup. Finalement, c'est très encadré. Donc ils ont défini 2 types de charges. Il y a ce qu'ils appellent les charges récurrentes. Elles sont listées ici. C'est des charges, on va dire qu'on retrouve tous les ans. Donc là, en fait, la déduction, le principe, c'est de dire, on ne peut déduire ces charges que si c'est l'échéance normale de paiement. C'est pareil, si vous vous dites, je vais plutôt payer une charge en 2018, mais en fait, j'anticipe sur quelque chose qui normalement doit être payé en 2019. Non, vous ne pourrez pas la déduire en 2018. On parle d'échéance normale de paiement. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième particularité, c'est ce qu'on appelle les charges pilotables. Typiquement, c'est les charges des dépenses d'entretien, donc qui passent dans les charges de revenus fonciers. Alors, en fait, il n'y a pas l'encadrement, c'est quoi?
En 2018, il n'y a pas de dispositif particulier. Vous déduirez en 2018 les charges sans règle particulière. Par contre, effectivement, c'est pour éviter que des personnes payent peu de charges en 2018, engagent peu de charges en 2018 et tout en 2019. Ah ben non. Parce qu'en fait, en 2019, il y a un mécanisme de plafonnement, alors qui est différent suivant que c'est en direct ou en copropriété. Mais en fait, vous ne pouvez pas déduire en 2019 plus que la moyenne des dépenses 2019 ou plus 2018. Et en sachant que, aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour les dirigeants, ça s'apprécie bien par bien. On ne pouvait pas pérenniser entre vos différents locatifs. Non, 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 non. C'est locatif par locatif. Donc je vous ai fait par exemple un exemple. En fait, on voit clairement qui est pour différentes cas de figure de paiement de charges de même montant, on déduit pas la même chose. Donc là, on est dans le cas de figure. Alors ça, c'est des charges payées en direct. On a la même chose quand c'est une copropriété. Dans les 3 cas de figure, on va payer 6 000 € de dépenses d'entretien. Sauf que ici, on en paye 2 500 en 2018, 3 500 en 2019. Le problème, et c'est pour ça que j'ai mis en rouge les 3 500, comme 3 500 c'est supérieur à la moyenne 2018-2019, bah on a déduit que c'est 5 500, donc on en perd 500. Hein. C'est pas optimum. Et donc, en fait, pour réussir à déduire les 6 000 €, bah, on voit qu'en fait, il faut payer. Alors, il faut pas payer en fait moins en 2018 qu'en 2019 finalement. Donc, dans mon cas de figure, bah là, on a un petit peu moins en 2019 ou encore moins. Mais en fait, le mécanisme, il est fait pour dire, bah, en 2018, bah, en fait, il faut payer au moins autant que vous anticipez sur 2019. Alors, je sais bien que c'est difficile d'anticiper sur 2019, hein. Mais en tout cas, autant que faire se peut, il faut l'anticiper. Donc si vous avez des doutes sur le paiement de charges d'entretien en 2018, non, il ne faut pas avoir de doute, il faut les engager, parce qu'autrement, vous risquez éventuellement de ne pas pouvoir les déduire en 2019. Et on a le même type d'exemple. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'avec les charges de copropriété, comme ça s'étale longtemps avec les systèmes de provision, là c'est carrément jusqu'en 2020 qu'il y a une histoire de moyenne. Et on voit que dans un exemple, bah si, alors là vous maîtrisez moins bien, mais on voit que si on n'en paye pas au début, donc alors l'effet est encore plus pervers parce que là dans les 2 cas de figure, on va payer 10 500 €. Dans un cas de figure, avec cet échéancier de paiement, on va en déduire 11 000. C'est bizarre, mais on va en déduire plus que ce qu'on en a engagé. Mais c'est le mécanisme qui veut ça. Dans l'autre cas de figure, alors là c'est vraiment pas bon du tout, on peut en déduire que 8 500. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en paye très peu 2018-2019. Donc on voit toujours, en fait, il faut pas décaler la déduction de charges d'entretien de 2018. Dernier encadrement, c'est ce qui concerne les versements sur les PERP, PER plutôt, pas PERP, les PER, hein, puisqu'ils ouvrent droit à une déduction. Hein, au niveau. Là, c'est pareil. Le risque, c'est que, comme effectivement, il n'y a pas d'impôt sur les revenus normaux 2018, les gens ne versent pas ou peu sur 2018. Et ben, si vous faites ça, vous allez avoir une pénalisation. Alors pas sur 2018, hein, puisqu'effectivement, mais ça sera sur 2019, puisque là, c'est pareil, il y a un mécanisme. En 2019, vous pourrez déduire que la moyenne des primes 2018-2019. Donc je voulais illustrer, c'est pareil. Exemple. Dans les 2 cas, là, on verse 15 000 sur 3 ans. Mais là, par exemple, on a versé 5 000 en 2017. On verse que 4 000 en 2018. Bah oui, mais 6 000, c'est plus que la moyenne de 2018-2019. Donc là, en fait, on peut en déduire que 5 000. Et donc, on va perdre la déduction de 2 000 €. Donc en fait, il faut essayer au moins de verser en 2018 l'équivalent de 2017 si possible, parce que il n'y a pas d'effet d'aubaine en fait finalement. Hein, on voit bien que le cadre il a été bien fait à ce niveau-là. Ils ont bien abordé les choses. Hein.